Se surpositionner, mensonges et crispations des personnes à haute estime de soi. Voici les personnes que nous, psychothérapeutes, ne recevions pas si souvent en consultation jusqu'à une époque récente. C'était plutôt leurs proches que nous avions l'habitude d'écouter nous raconter leur lassitude. Ils, elles, nous rend la vie impossible. Ou leur inquiétude. Ils, elles, se met tout le monde à dos. Mais depuis peu, les demandes sont plus fréquentes. Une haute estime de soi fragile fait souffrir. Je me souviens d'une musicienne de très haut niveau qui était ainsi en train de rater sa carrière de concertiste internationale du fait de son impossible caractère. Je déclenche de l'antipathie. Je suis capable de me faire détester de n'importe qui en moins de 5 minutes. Pendant longtemps, j'ai été persuadé que c'était par jalousie. Je pensais dur comme fer que les autres enviaient mes qualités et me détestaient aussitôt, car ma présence, mon existence, les faisait se sentir inférieurs et leur faisait de l'ombre. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas l'éclat de ma personne le problème, mais mon arrogance. Même aujourd'hui, alors que j'ai compris cela, c'est souvent plus fort que moi. Ces pensées arrivent à mon esprit. Les gens sentent que je ne peux pas m'empêcher de les juger. À un moment, je le faisais exprès. Je les regardais des pieds à la tête, d'un regard glacial pendant 1 seconde, avant de leur tendre la main pour les saluer et de leur parler. Cela me donnait l'ascendant, en tout cas dans ma tête. Je continue d'avoir du mal à m'empêcher de me mettre en avant, de parler de façon péremptoire, de reprendre les autres, de les contredire, et dans le même temps de montrer que j'ai raison, ostensiblement, de ne jamais reconnaître mes torts. Dans les soirées, au cours des repas, des cocktails, j'essaie toujours d'être au centre du monde et si possible au-dessus. Je me vante, je rappelle mes concerts à l'étranger et je me fais parfois rabrouer par mes proches. C'est bon, on le sait que t'es allé 12 fois aux États-Unis. Mais si je ne capte pas l'attention, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et pire, une impression atroce, celle de ne pas exister, de me néantiser. Ces personnes présentent en fait les mêmes fragilités de l'ego que celles à basse estime de soi, qu'elles sont, d'une certaine façon, ou qu'elles peuvent redevenir en cas de revers répété. Mais elles luttent différemment contre leurs doutes. D'où d'autres caractéristiques surajoutées, plus flamboyantes, des tentatives pour briller, dominer, se faire aimer et admirer, caractéristiques empilées par-dessus les inquiétudes de la basse estime de soi. Mais le tout aboutit à une construction bancale. Chez ces sujets, les efforts de maintien de l'estime de soi à un niveau élevé servent de mécanisme de défense pour ne pas trop douter ou avoir à accepter ses limites, pour ne pas se retrouver face à des fragilités qui inquiètent. Les comparaisons sociales sont, là aussi, permanentes. Vers le haut, on jalouse. Parfois, on dévalorise pour réduire l'écart, non en se haussant, mais en rabaissant l'autre. Vers le bas, on méprise et on s'inquiète vaguement. Comment ne pas en arriver là? Ou encore, et si moi aussi je donnais cette impression à d'autres? Un de mes patients m'avait un jour bien fait rire avec la formule « Je ne suis pas stabilisé. Mon estime de moi, c'est soit me sentir bidon, soit attraper le melon. Je suis toujours en crise de moi. » Comment comprendre et nommer ces hautes estimes de soi fragiles? Selon les écoles et les chercheurs, on leur donne des appellations variées. Instable, insécure, défensive, fausse, etc. De nombreux travaux ont été menés ces derniers temps sur ces profils d'estime de soi, plus impliqués qu'on ne le pensait dans de nombreuses difficultés psychologiques, colère incontrôlable, abus d'alcool, dépression brutale et sévère. Mais l'étude de ces personnes n'est pas simple. Pas seulement parce qu'elles viennent peu consulter, mais aussi parce qu'elles ne savent pas toujours clairement elles-mêmes comment elles fonctionnent. Et lorsqu'on cherche à les dépister au travers de simples questionnaires d'estime de soi, il est à peu près impossible de faire la différence entre les vraies hautes estimes de soi, stables et sereines, et celles-ci. D'où le recours pour traquer cette vérité de l'estime de soi à des méthodes d'évaluation subliminale.
Par exemple, et de manière simplifiée, on peut vous demander, devant un écran d'ordinateur, de réagir rapidement à des adjectifs positifs, sympathique, intelligent, généreux, ou négatifs, distant, hypocrite, coléreux, selon qu'ils vous concernent ou pas. On n'étudie pas tant le nombre de réponses autovalorisantes que leur rapidité. C'est cette dernière qui, en fait, traduit la sincérité de vos réponses, ou plutôt le fait que votre opinion déclarée correspond bien avec vos convictions secrètes sur vous-même. Si votre haute estime de soi est authentique, alors la rapidité de vos réponses sera significativement supérieure à celle des estimes de soi fragiles, même hautes. Convaincus qu'en matière de jugement social, la meilleure défense c'est l'attaque, ces sujets consacrent donc davantage d'efforts à la promotion de leur estime de soi qu'à une construction solide de cette dernière. Ils se livrent eux aussi à de nombreuses comparaisons sociales. Vers le haut, ils jalousent ou dévalorisent, vers le bas, ils méprisent. Ils se lancent volontiers dans l'action, en raison de leurs importants besoins de gratification. Mais ils souffrent d'une forte intolérance aux échecs et d'une difficulté globale pour se remettre en question, trop coûteux, trop risqué. Face au doute, ils essaient de préserver leur rang à tout prix, de prendre la pose, d'adopter la posture de la dominance. Face à un problème, posé par la réalité ou par une personne, il n'y a finalement que deux solutions: se remettre en question ou remettre en question la pertinence ou la réalité du problème. Le second choix est chez ces personnes le plus fréquent. Cette surestime de soi exprime la tentative de construction d'un super-moi, personnage social qui protège la personne sous-jacente bien plus fragile. Ce super-moi a un grand besoin de reconnaissance par distinction du troupeau. Si je me contente d'être normal, je sombrerai. Je dois me mettre en avant et au-dessus des autres. Je serai ainsi protégé et l'on ne pourra trop s'approcher de moi. Je serai trop haut ou trop impressionnant. On ne verra que mon image, mon personnage, que je tiens sous contrôle. En imposer pour se protéger. Il y a donc assez souvent chez les hautes estimes de soi fragiles un malaise face à toute forme de rapprochement ou d'intrusion psychique. Comme on cherche à construire une image forte et dominante, la proximité et l'intimité représentent des dangers. Bien sûr, ces stratégies engendrent du stress et ont un coût émotionnel élevé. L'obsession de reconnaissance et de performance représente une débauche d'investissement en énergie intime, d'où une usure et une fragilisation et la fréquence de manifestations anxieuses lors des mouvements et aspirations de l'estime de soi vers le haut, par peur de ne pas y arriver ou d'être démasqué. Mais aussi un risque dépressif lors des mouvements vers le bas et des prises de conscience brutales de la fragilité de son estime de soi ou à l'occasion de coups de fatigue liés à la défense permanente et inquiète de son personnage et de ses privilèges. Ces hautes estimes de soi fragiles et leur surpositionnement épuisant représentent pour la personne une impasse encore plus grande que celle posée par les basses estimes de soi. Une fois protégé par un tel jeu de rôle, une fois prisonnier de ses succès relatifs, comment sortir de son personnage? Comment devenir sincère, avancer à visage découvert? Alors que l'on s'est caché pendant tant d'années et que ça a marché. Pourquoi d'ailleurs prendre ce risque? Qui gagnait? D'autant que l'entourage croit avoir affaire à quelqu'un à l'ego robuste. À la fin, je n'arrivais plus à me mentir à moi-même. J'étais devenu trop lucide, et cette lucidité me faisait tellement souffrir. Avant, j'étais angoissé, mais protégé de la déprime par le déni. Là, je sentais que j'étais toujours aussi angoissé, mais que je glissais peu à peu vers la dépression grave. Je donnais toujours le change aux autres, mais je ne me supportais plus. J'avais peur à tout moment de craquer, de m'effriter sous leur regard incrédule, de m'effondrer tout d'un coup. J'étais tellement mal dans ce mensonge que parfois, n'importe où, au bureau, dans la rue, j'avais envie de me mettre à hurler « J'ai menti,
Depuis toujours, j'ai menti. J'ai fait semblant depuis le début, depuis que je suis toute petite, je bidonne, je fais croire que je suis forte et je suis faible, plus que faible, minable, je suis une moins que rien. J'avais l'impression que ça me soulagerait, que ça me ferait comme à un coupable lorsqu'il a avoué. Mais même ça, je ne l'ai jamais fait, sauf en rêve. Je me souviens d'avoir lu un jour cette phrase cruelle d'une femme politique sur un de ses collègues hommes qu'elle ne portait, apparemment, pas en haute estime. Trucmuche, gros klaxon et petit moteur. La raillerie qui fait le tour du microcosme, cauchemar absolu des sujets à haute estime de soi fragile. On trouve aussi un cas de figure extrême, celui des narcissiques. Je me vois faire, c'est ça le pire. Dès qu'il y a plus de 3 personnes, dans un premier temps, je dois faire le malin. Puis, si je ne mets pas mon auditoire sous le charme, je deviens amer et parano. Tant que persiste un minimum de recul sur soi, il est toujours possible d'évoluer. Mais plus cette lucidité diminue, plus on se rapproche de ce que les psychiatres décrivent sous le terme de personnalité narcissique, qui est une forme d'hypertrophie de l'estime de soi. Ces patients, en fait, ils ne viennent consulter que rarement lors de leur dépression grave, en général due à des échecs non moins graves, sont convaincus d'être supérieurs aux autres et de mériter le meilleur. Meilleur traitement, meilleure place. Convaincus aussi de devoir bénéficier de droits supérieurs, puisqu'ils sont supérieurs. Rouler plus vite que les autres, ils conduisent mieux et leur voiture est plus sûre, parler plus longtemps lors des réunions, leurs idées sont plus utiles, être servis plus vite, leur temps est plus précieux, etc. Leur succès ne leur procure pas de la fierté, centrée sur leurs actes, mais les plonge dans l'hubris, cet excès d'orgueil que redoutaient tant les Grecs de l'Antiquité, cette fierté qui ballonne toute la personne, cette inflation du moi, cette dilatation de l'ego. Les narcissiques font beaucoup d'efforts pour montrer qu'ils ne sont pas n'importe qui et chercher systématiquement à capter l'attention, ce qu'ils arrivent souvent à faire d'ailleurs avec un certain talent, d'où leur présence importante sur les plateaux de télévision et de cinéma. Soucieuses de beaucoup obtenir en respect et en attention, voire en hommage et en égard, les personnalités narcissiques sont en revanche bien peu préoccupées par les notions de réciprocité, d'écoute et d'empathie. Leur fréquentation est pour cela frustrante et parfois désagréable. Autrui n'existe que comme faire-valoir, comme adversaire ou comme obstacle. Sommet d'aveuglement de l'estime de soi. Impasse totale, tant pour exister que pour progresser. Les évolutions problématiques de l'estime de soi, de la basse à la haute instable, et réciproquement. On observe souvent ce phénomène lors des débuts de psychothérapie par affirmation de soi. Les personnes à basse estime de soi ne savent s'affirmer, parfois que de manière hostile. En se montrant distantes, pour qu'on ne puisse pas voir leur émotivité, et cassantes, pour dissuader l'interlocuteur de commencer à discuter ou contre-attaquer, car on ne se sent pas capable de tenir la distance d'un échange tendu. Plus durablement, comme dans l'exemple de Mathieu que nous évoquions un peu plus haut, si des circonstances de vie particulières, réussite, promotion, s'avèrent plus rapides que la maturation de l'estime de soi, se pose alors la question typique des basses estimes de soi, comment assurer face à la réussite. Cette dernière va attirer sur moi à la fois les regards et les pressions, les sollicitations, les attentes, etc. Le syndrome de l'imposteur s'active alors. Et si on s'apercevait que je ne suis pas à la hauteur sur tous les plans matériels, personnels? C'est alors que survient la tentation d'une caricature de bonne estime de soi et que l'on en rajoute dans les certitudes affichées. Ces modifications de surface des comportements liés à l'estime de soi peuvent aussi se produire sur des cycles courts, par oscillation selon les moments. Par exemple, lors de variations du moral, avec ces gens qui, lorsqu'ils vont mal, deviennent arrogants et désagréables, ou selon les domaines, sphère publique ou vie privée, ou encore selon l'environnement,
sécurisant ou menaçant. Les personnes à faible estime de soi, mais qui aspirent à se hausser du col, peuvent parfois le faire en enfonçant les autres. Je me souviens d'une épouse qui devenait ironique et méchante même avec son mari devant des amis qui l'impressionnaient. En rabaissant publiquement son conjoint, elle se donnait l'illusion de s'élever elle-même, de se valoriser en prenant de la distance avec lui, dont elle imaginait que les autres ne le trouvaient guère à la hauteur. Hélas pour elle, c'était elle et son manège qui mettaient mal à l'aise et qui suscitaient des jugements sévères ou compatissants sur sa personne. Il y a un petit détail auquel on peut aussi se montrer attentif. Comment sont traitées les personnes de statut moindre que le sien, collaborateurs, hôtesses d'accueil, personnel de service, etc. J'ai souvent observé sur les plateaux de télévision, de la part de certaines stars du petit écran, de la gentillesse tant que tournaient les caméras ou tant qu'un nombreux public observait, qui se transformait en mépris ou en mesquinerie dès que ce n'était plus le cas. Il faut le dire, tout cela ne marche pas. Et finalement, c'est toujours le même scénario qui se répète et répète avec lui ses effets négatifs. 1. Un sentiment de fragilité personnelle, réelle ou supposée. 2. Qui rend inquiet, anticipation, et vulnérable, moment présent, aux agressions réelles ou supposées sur l'estime de soi. Ces réflexions inadéquates sur soi et son environnement enclenchent de mauvais réflexes. 3. Et amènent à des stratégies inadaptées, bien réelles, elles. Une grande partie des souffrances de l'estime de soi provient aussi d'erreurs de pilotage. Et ces tentatives de solution deviennent un problème bien plus ennuyeux que celui qu'elles étaient censées résoudre. 4. Les conséquences à long terme sont des émotions d'inconfort chronique et des succès jamais sécurisants car toujours conditionnels. On ne m'accepte que si et seulement si je me comporte de telle façon. Ce sont ces stratégies inadaptées de protection de l'estime de soi qui définissent en fait les problèmes d'estime de soi. Autant, sinon plus, que les compétences ou le statut réel de la personne, qu'elle soit douée ou non, au chômage ou pas, belle ou laide, qu'elle ait eu une enfance difficile ou heureuse. Car tout cela, on peut faire avec. Ce sont certes des éléments facilitants ou limitants, mais l'intelligence humaine peut s'y adapter. Et c'est parfait ainsi. Si les inégalités ne pouvaient plus être comblées, ce serait l'horreur absolue sur Terre. Les attitudes surdéfensives de l'estime de soi bloquent les apprentissages, les évolutions, les constructions de soi. Tous les efforts sont consacrés à l'autodéfense plus qu'à la croissance. On sacrifie son développement à sa sécurité, et l'on se retrouve ainsi coincé dans un moi-prison où l'on s'étouffe, s'ennuie et s'inquiète, au lieu de profiter d'un moi violon que l'on accorde chaque jour, dont on apprend peu à peu à jouer au mieux seul ou avec les autres. Tout cela peut se construire mois après mois, année après année, mais je dois prendre l'initiative de ce chantier psychologique. Car qui d'autre que moi pourrait effectuer ce travail ?